Mikicast par Jennifer Mounaboro, le podcast dédié aux maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Bonjour à tous et bienvenue. Dans ce podcast, nous sommes avec le docteur Anthony Caldiro, gastro-entérologue à l'Institut des Miki, pour parler des différents symptômes qu'on peut retrouver dans les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Bonjour. Bonjour. Quels sont les premiers signes de la maladie de Crohn ? Alors, c'est une question qui n'est pas très simple, parce qu'il y a plein de signes différents dans ces maladies. Et en fait, je vais vous faire une réponse qui n'est pas très claire, mais tout dépend en fait de la localisation de la maladie. Parce que la maladie de Crohn, c'est une maladie qui touche tout l'intestin. Donc, ça peut toucher la bouche, l'œsophage, le stomac, l'intestin grêle, le côlon, le rectum et l'anus. Donc, finalement, on ne va pas avoir du tout les mêmes symptômes en fonction de là où c'est malade. On connaît un petit peu comment se présentent les maladies. Donc la majorité des maladies de Crohn, elles vont toucher la partie terminale de l'intestin grêle. Donc c'est juste au niveau de là où il y a l'appendicite. Et vous allez pouvoir avoir des douleurs, de la diarrhée, parfois des nausées, des vomissements, des pertes de poids. Ça, c'est l'atteinte qui est la plus majoritaire. Et parfois, ça évolue sur plusieurs années. Il y a un peu d'errance diagnostique. On a du mal à diagnostiquer la maladie. Il faut faire les bons examens pour arriver au diagnostic. La deuxième atteinte qui est la plus fréquente, c'est l'atteinte au niveau de l'anus. Et ça, souvent, si on ne va pas voir un proctologue ou un médecin qui est spécialisé, on peut passer à côté. Ça peut donner des abcès au niveau de l'anus, des fistules. Et souvent, on a besoin d'être opéré plusieurs fois. Enfin, ça, c'est ce qu'on voit souvent des malades arriver avec des atteintes de l'anus. Et ça, c'est assez caractéristique aussi de la maladie de Crohn. Et après, dans les formes plus rares, ça peut toucher donc l'intestin grêle de manière pure. Et là, c'est souvent des douleurs, des occlusions intestinales. Et on peut aussi avoir l'atteinte du côlon où on a de la diarrhée avec du sang et des glaires. Donc en somme, des symptômes qui peuvent être très très polymorphes et donc ça peut passer pour d'autres pathologies. Oui. Et pour les premiers signes de la rectocolite hémorragique ? La rectocolite hémorragique, c'est un petit peu plus simple, si je puis dire. C'est donc, comme le nom l'indique, rectocolite, ça touche le rectum et le côlon. Donc le rectum est toujours atteint. Le rectum, c'est la partie terminale de l'intestin, donc c'est juste à la sortie avant l'anus. Et c'est la partie qui normalement nous sert à faire le réservoir, à faire qu'on est des êtres sociaux et qu'on ne va pas aux toilettes toutes les 3 minutes. Et donc quand le rectum est atteint, le premier signe qui va apparaître, c'est les urgences fécales. C'est-à-dire on va avoir des envies extrêmement pressantes d'aller aux toilettes, on ne va pas pouvoir se retenir. Et on a des ulcérations, donc la muqueuse à l'intérieur est abîmée, donc on a du sang, on a des glaires, et on a aussi des faux besoins, c'est-à-dire on a des envies très pressantes d'aller aux toilettes, on y va, et en fait quand on fait, il n'y a rien qui sort, ou alors il n'y a que des glaires et du sang. Ça, c'est vraiment les symptômes très caractéristiques, et ça, on l'a quasiment dans toutes les rectocolites hémorragiques, ce qu'on appelle, nous, le syndrome rectal. Après, pareil, cette maladie, elle peut s'étendre plus ou moins sur une longueur plus ou moins importante, et donc il y a des douleurs, et il y a des pertes de poids, diarrhée, etc. En quoi les symptômes diffèrent entre ces deux maladies ? Comme je le disais en introduction pour la maladie de Crohn, ça va dépendre finalement de la localisation. Parce que finalement, les symptômes sont souvent les mêmes. Il y a de la douleur, diarrhée, sang dans les selles, on perd du poids. C'est pas facile de faire le distinguo entre la maladie de Crohn et la rectocolite hémorragique. Mais finalement, est-ce que c'est important de faire la distinction ? Oui, pour la prise en charge ultérieure, parce que la maladie de Crohn, souvent, il y a nécessité d'opérer, etc. Mais les traitements médicamenteux, finalement, sont souvent similaires entre les deux maladies. Mais ça peut être difficile de faire le distinguo. Et ces maladies, elles ne se limitent pas simplement au tube digestif, en fait. On les appelle maladies inflammatoires chroniques intestinales, mais souvent, il y a d'autres symptômes, d'autres organes et d'autres systèmes qui peuvent être atteints. Quelles sont les manifestations articulaires dans les Miki ? C'est une très bonne question. Et c'est assez fréquent finalement, parce qu'il y a environ 20% des patients qui vont avoir des douleurs dans les articulations. Alors on distingue, nous, médicalement, les articulations périphériques, donc ça va être les doigts, les mains, les poignets, les genoux, les coudes, et puis les douleurs au niveau de la colonne vertébrale. Parce qu'on a des douleurs qui vont être liées à la maladie. Donc on a des signes de la maladie de Crohn et on a des douleurs articulaires en même temps qu'on a des poussées. Donc ça, nous les gastro, on sait un petit peu le repérer, et puis quand on traite la poussée de Crohn, les douleurs, elles s'en vont. Et à l'inverse, il y a vraiment des douleurs articulaires qui vont être des vraies maladies rhumatismales. Et là, il faut s'aider d'un rhumatologue parce que ça va être des douleurs plutôt périphériques, ça va migrer, ça va être surtout la nuit, le soir, ou une raideur du rachis. On peut avoir des vraies maladies comme la spondylarthrite ankylosante qui sont associées. Ça, nous, c'est un challenge parce qu'en tant que gastro-entérologue, on connaît moins bien ça. Donc, il faut savoir bien s'entourer et avoir des confrères pour s'aider. Et ça peut avoir un impact sur les traitements et le suivi de la maladie parce qu'il y a des traitements qui vont être efficaces sur le ventre, des traitements qui vont être efficaces sur les articulations, et il y a des traitements qui sont efficaces sur les deux. Et enfin, donc il y a les douleurs liées à la maladie, les douleurs liées à des vrais rhumatismes, et il y a aussi des douleurs qui sont liées
au traitement parfois, parce que nos traitements sont très efficaces pour traiter la maladie, mais malheureusement, il y a parfois des effets secondaires et on peut avoir des douleurs des articulations qui sont déclenchées par les traitements. Et dans ce cas-là, il faut changer de ligne de traitement. Quels sont les symptômes cutanés liés à ces maladies ? Vous m'épargnez pas aujourd'hui, parce que c'est quand même des questions assez difficiles, mais c'est des questions importantes parce que il y a des manifestations qui sont très variables, et comme pour l'atteinte articulaire, on peut avoir des atteintes qui sont liées à la maladie, liées au traitement, ou alors des vraies maladies de peau associées, parce que comme je l'ai dit, c'est des maladies inflammatoires. Parfois on vulgarise, on parle de maladies auto-immunes ou de maladies de système, c'est-à-dire que ça ne touche pas un seul organe, et donc on peut avoir des atteintes de la peau. Souvent, l'atteinte la plus fréquente qu'on voit, c'est de l'érythème noueux. C'est des petits nodules au niveau des jambes qui sont tout durs, qui ressemblent à des bleus. Et ça fait très très mal. Et souvent, c'est en même temps qu'on a une poussée intestinale, on a des lésions d'érythème noueux. Et souvent, quand on traite la poussée avec de la cortisone, ça fait régresser les lésions. On peut aussi avoir d'autres lésions plus sévères, mais heureusement, c'est plus rare. On appelle du pyoderma gangrenosum. Ça comme des ulcères un peu douloureux et profonds. Donc ça, c'est vraiment très, très rare. Et on a une vraie maladie dermatologique qu'on appelle la maladie de Verneuil, que je me permets de citer ici parce que c'est une maladie qui est quand même assez fréquente. Ça touche 1% de la population globale et ça peut toucher jusqu'à 10% de nos patients qui ont des maladies de Crohn. Donc c'est une maladie des glandes sudoripares, c'est les glandes qui font la sueur, et du coup souvent c'est des abcès aux endroits où il y a des plis, donc les aisselles, le pubis et même parfois au niveau de l'anus. Donc ça, c'est une vraie maladie à part dermatologique, donc ça se traite par des antibiotiques et parfois on est amené à mettre les mêmes traitements immunosuppresseurs que dans la maladie de Crohn. Une autre atteinte fréquente, c'est le psoriasis. Donc soit c'est lié à la maladie, soit ça peut être lié. Donc dans ce cas-là, il faut changer de traitement. Donc dans tous les cas, comme je disais pour les manifestations articulaires, il faut avoir dans son carnet d'adresse un dermatologue pour faire le point là-dessus. Et aussi, les malades qui sont sous traitement immunosuppresseur, ils doivent voir un médecin, un dermatologue tous les ans parce qu'il y a un risque augmenté de cancer avec certains traitements, notamment les verrues ou les cancers liés à HPV. Donc normalement, il faut une consultation dermatologique annuelle quand on a une MICI. Quelles sont les manifestations oculaires dans les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin ? Donc là, troisième système qui peut être touché, donc les yeux, c'est plus rare que les autres atteintes, c'est moins de 10% des patients. Donc, il n'y en a pas que dans les maladies de Crohn, il y a aussi d'autres maladies auto-immunes qui peuvent donner des atteintes oculaires. Mais la plupart du temps, ça se voit ce type d'atteinte parce que c'est des atteintes qui donnent des yeux rouges, douloureux, et parfois on a une baisse de vision. Ça peut être que d'un côté ou de deux côtés. Donc on distingue l'uvéite. L'uvéite, donc c'est vraiment une rougeur au niveau de la partie du blanc de l'œil qui parfois fait très très mal. C'est très aigu et ça peut précéder les poussées de la maladie. Et puis le traitement est un peu le même, donc soit c'est des gouttes de cortisone ou de la cortisone par la bouche. Et d'autres atteintes comme la sclérite ou l'épisclérite, là c'est des petits vaisseaux qui s'inflamment au niveau du blanc de l'œil. Ça c'est un petit peu plus rare, mais ça se traite comme une poussée de la rectocolite ou de la maladie de Crohn. Pardon. Il y a aussi des ulcérations buccales qui ont tendance à apparaître en période de stress accru et de poussée des MICI. Elles sont plus fréquentes dans la maladie de Crohn que dans la rectocolite hémorragique. Que sont-elles ? En fait, elles représentent une atteinte muqueuse. La bouche, c'est l'entrée du tube digestif. Donc finalement, c'est une atteinte de la maladie de Crohn. On a remarqué quand on fait des biopsies à ces endroits-là, on a les mêmes atteintes que quand on fait des biopsies au niveau du côlon, donc des atteintes granulomateuses. Donc c'est vraiment la maladie de Crohn qui donne les aftes dans la bouche. Donc ça peut se traiter avec des bains de bouche ou des bains de bouche de cortisone. Parfois, on fait dissoudre de la cortisone dans de l'eau avec des patients. On leur demande de faire des bains de bouche et ça permet de calmer les aftes. Mais il n'y a pas que les aftes dans les atteintes des muqueuses. Et les malades qui ont des MICI, malheureusement, sont très souvent carencés en vitamines B9, B12, vitamine D et fer. Et on peut aussi avoir des atteintes soit de la langue, soit des lèvres avec des vrais perlèches. Donc, c'est des fissures dans les commissures labiales ou des langues qui sont très rouges ou très dépapillées. Ça se voit souvent dans les carences en vitamine B12 ou en fer. Donc là encore, il faut normalement doser les vitamines et puis supplémenter toutes les carences pour éviter ce type de manifestation. Merci Dr Anthony Caldiro pour votre participation à ce podcast. Merci à tous pour votre écoute. À bientôt. MICIcast par Jennifer Mounaboro, le podcast dédié aux maladies inflammatoires chroniques de l'intestin.